un vœu sur la flambée des prix des carburants en France. Allez-y, madame. Monsieur le Président, chers collègues, ce vœu du groupe Rassemblement national de Nouvelle-Aquitaine part d'un constat simple et incontestable. Nos pêcheurs et nos agriculteurs sont une fois encore en train de payer le prix fort d'une crise énergétique qui les dépasse totalement. Depuis le 28 février, les tensions dans le détroit d'Ormuz provoquent une nouvelle flambée des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Et sur nos territoires, la réalité est brutale. Des factures qui explosent, des marges qui disparaissent et des professionnels contraints de travailler à perte. Pour un bateau de pêche, le carburant représente jusqu'à 40% des charges d'exploitation. Pour nos agriculteurs, c'est un poste incontournable. Quand le prix du gasoil s'envole, c'est toute l'économie réelle qui vacille. Face à cela, que propose l'État aujourd'hui? Le 27 mars, le gouvernement a annoncé un plan de soutien, pas trop tôt. Mais avec 14 millions d'euros pour le gazole agricole et 5 millions pour les pêcheurs, on est sans commune mesure avec l'ampleur de la crise. Pendant ce temps, d'autres pays européens agissent, eux, rapidement et massivement pour protéger leurs filières. Nous parlons ici de notre souveraineté alimentaire, de la survie de nos ports et de nos campagnes. En Nouvelle-Aquitaine, de Royan à La Rochelle, d'Arcachon au Pays Basque, ce sont des pans entiers de notre économie qui sont fragilisés. Ce que nous demandons est clair, des mesures d'urgence, une baisse de la fiscalité sur les carburants professionnels, une compensation rapide et réelle, une véritable stratégie pour protéger nos filières face aux chocs internationaux. Ce vœu doit être un signal politique transpartisan, celui d'une région qui refuse de laisser tomber ses pêcheurs et ses agriculteurs. Je vous invite à le soutenir. Merci. C'est bon? Une explication de vote, Monsieur le Président. Monsieur Trifiletti, pardon. Oui, merci. Logoré RN, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les deux titres de ce qu'il nous propose en fait ce soir en termes de motion, il y avait le mot exclure d'abord, et le deuxième c'est flamber. Alors je sais bien que leur logo c'est la flamme de l'enfer, mais quand même quoi. Alors, ironie, hypocrisie, Rassemblement national prétend dénoncer une situation dont il chérit en fait les causes. Vous indignez de notre dépendance énergétique, mais vous refusez précisément ce qui nous en libérerait, car la vérité est simple, tant que notre porte-monnaie malheureusement est brutalisé, ça dépend des énergies fossiles et fissiles. Nous dépendons des régimes les plus autoritaires, de Vladimir Poutine, évidemment votre ami, aux pétromonarchies du Golfe. Et vous osez parler de souveraineté. Soyons clairs, votre ligne, alors c'est difficile à dire, c'est le carboclimato-dénialisme. Vous freinez la transition écologique, vous combattez la transition énergétique, vous organisez la dépendance en fait de la France, puis vous venez pleurer des conséquences. Et pendant ce temps-là, Jordan Bardella regarde vers Trump, allant jusqu'à saluer son élection, je cite, ça m'arrive pas souvent de citer Bardella, un message extrêmement positif pour l'ensemble du monde occidental lors de son élection. Voilà votre cap, le pétrole, le déni, le passé, à la fin, la misère pour tous. Mais la souveraineté, elle est où aujourd'hui? Elle est dans le vent, elle est dans le soleil, elle est dans la géothermie, elle est dans notre capacité à produire ici une énergie propre et indépendante. La seule voie vers l'indépendance nationale, c'est la transition énergétique. Votre motion ne résout rien, pire, elle aggrave tout. Elle veut enfermer les Français dans la dépendance et la précarité énergétique, dans un modèle climaticide qui nous conduit tout droit vers un monde de pénurie, de tension et de barbarie. Et quel biais? Vous laissez entendre que tout est carboné en ignorant notamment les électromobilités. C'est un déni de réalité. Nous assumons, oui, à la transition écologique, oui à la sobriété pour redonner du pouvoir d'achat durablement, oui à la justice sociale. On accompagne les plus précaires dans la transition, oui, on ne les abandonne pas en leur mentant sur la situation réelle. L'écologie, c'est la seule voie pour notre souveraineté vers l'indépendance, vers un patriotisme pacifique. Votre projet regarde en arrière et produit la guerre. Le nôtre construit l'avenir et la paix. Amen. Les Khmers verts ont parlé. Merci. Non mais c'est fou ça. Imaginez que je vous traite de nazis.
Non mais on arrête là. On Vous arrête, m'avez on va traité de voter. Khmer vert, monsieur Colombier. On va voter. Donc, on arrête là, n'est-ce pas? Qui est pour ce vœu? Le RN pour ce vœu. Qui est contre? À dégager. Alors, vous avez une question orale. Merci, Monsieur le Président. Depuis plusieurs années, c'est une question vraiment, depuis plusieurs années, vous affirmez régulièrement que la Nouvelle-Aquitaine représenterait 36% des emplois industriels. Nous vous entendons souvent avancer ce chiffre et nous avons cherché à trouver la trace précise, mais en l'état, nous ne la retrouvons pas telle que vous la présentez. En réalité, il semble renvoyer à une donnée ancienne, datée de 2019 et qui concerne uniquement des créations nettes d'emplois industriel à un moment donné et non le poids réel de l'industrie dans notre région. Dans vos interventions, cette précision disparaît souvent, ce qui entretient une confusion sur la réalité de notre tissu industriel. Donc, dans ces conditions, je souhaitais vous poser une question très simple. Pouvez-vous nous indiquer précisément à quoi correspond ce chiffre de 36%, en donner la source exacte, et nous dire clairement s'il reflète ou non la situation actuelle de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, pouvez-vous nous communiquer des données actualisées afin d'éclairer sincèrement notre Assemblée sur l'état réel de l'industrie dans notre région? Je vous remercie. Alors, on a un problème de source, tous les deux, madame. On a un problème de source. Je n'ai jamais dit 36% de l'emploi industriel. J'ai toujours dit, comme vous l'avez évoqué, oui, que l'Aquitaine, sur des chiffres de la ministre de l'Industrie de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, ouais, l'Aquitaine a créé en 2019 36% de l'emploi industriel net de France. Je n'ai jamais dit autre chose. Je n'ai jamais dit autre chose. Deuxièmement, aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, c'est 14% d'emplois industriels. En France, c'est 9,4%. Troisièmement, j'ai dit ce matin, sur des chiffres de la Direction générale des entreprises de Bercy, que nous sommes loin devant dans la création des usines. Loin devant Occitanie et Rhône-Alpes, tandis que certaines autres régions, qui pour des raisons de crise automobile notamment, souffrent plus que nous. Voilà. Après, je ne vais pas me lancer dans la description de l'écosystème industriel, mais on fait mieux que les autres et on continue de réindustrialiser. J'ai donné tout à l'heure un certain nombre de chiffres. L'Aquitaine représente en gros 10% de la France. On est, je me tourne vers mes collaborateurs, à 14,3%. Pardon ? 13,3% au niveau de l'emploi industriel. Et on a le dernier dossier, ça c'est fabuleux, ça, je vais essayer de ne pas intervenir, sur le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Monsieur le Président. Jacques Colombier aurait dû intervenir avant quand même. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Vous voulez qu'on vous la chante tous ensemble? Oui. On la connaît, hein, on la connaît bien. Allez-y, madame. Les compagnons de la Libération qui entouraient Jean-Marie Le Pen la chantaient. Oui, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Bon, allez, ne parlons pas de collaboration. Madame, ils ont même été députés européens, vous voyez, dans notre groupe. Ouais. Connaissez votre histoire un peu. Madame. Monsieur le Président, mes chers collègues, au risque d'être désagréable avec les corbeaux, dans cette question orale, je vous interpelle sur la situation des agriculteurs châtelleraudais. Mais ce qu'ils vivent n'est malheureusement pas une situation isolée. En Charente, par exemple, sur une seule année, nous dénombrons 270 agriculteurs touchés pour un préjudice de 2 millions d'euros non indemnisable. En Haute-Vienne, une brigade anti-corbeaux a été créée pour venir en aide à la protection des cultures. Nous avons donc un problème connu
documentée, mais que personne ne mesure réellement. Mais comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je vous demande de porter votre attention sur la situation des agriculteurs châtelleraudais. Je vous remercie. Jean-Pierre Reynaud, qui est le spécialiste du corbeau en Dordogne. Après le blaireau. Oui, merci, Président. Donc, j'aurais aimé qu'on termine sur l'intervention de Jean-Louis, parce qu'on avait pris quand même une certaine hauteur donc, tout à l'heure. Et là, j'ai l'impression qu'on tombe un peu plus bas, mais je vais quand même essayer de répondre. Alors, après les blaireaux, voici des corbeaux. Et je note au moins une forme de constance dans vos préoccupations agricoles et que vous avez décidé d'explorer séance après séance toute la faune sauvage. Et je dirais que pour gagner du temps, on peut même rajouter d'autres espèces. Donc on peut parler des sangliers, on peut parler des palombes, ça ne manque pas. Donc, et d'autres que je ne vais pas citer, mais il faut se garder un peu pour une prochaine séance. Alors plus sérieusement, votre question met en lumière une difficulté qui est bien réelle. Donc pour être plus sérieux, personne ici ne nie les dégâts causés par les corvidés. Ils sont connus, documentés, et ils pèsent concrètement sur les exploitations agricoles, et y compris dans des territoires déjà fragilisés. Pour autant, il faut être clair sur les responsabilités. La régulation des espèces, les autorisations de destruction, l'organisation des campagnes de prélèvement relèvent d'abord de l'État en lien avec les services compétents et les fédérations de chasse. Ensuite, bien sûr, nous devons jouer pleinement notre rôle de coordination. Lorsque les situations locales deviennent critiques, comme c'est le cas ici, il est indispensable de réunir l'ensemble des acteurs concernés, les services de l'État, le monde agricole, les chasseurs, les collectivités, pour construire des réponses opérationnelles et suivies dans le temps. Il faut améliorer le suivi de ces phénomènes. Donc oui, il y a un sujet. Oui, il faut agir. Et c'est dans cet esprit que la région continuera à se mobiliser aux côtés des agriculteurs. Voilà. Pour votre information, parce que je suis plutôt un spécialiste de l'éradication des silures, je voudrais remercier d'ailleurs devant vous le préfet de région. Je parle sous le contrôle d'Henri Sabarot, je ne sais pas s'il a pu rester. On a un arrêté du préfet qui interdit de remettre à l'eau les silures qui détruisent tous les poissons migrateurs. Et en tant que pêcheur à la truite et d'autres, je me bats là-dessus, et je voudrais remercier Étienne Guyot pour terminer sur une note positive. Sur les corbeaux. Pour ceux qui s'y intéressent, vous avez des cages qui existent, qui peuvent être mises, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, qui peuvent être mises dans les champs. Il faut qu'il y ait un corbeau à l'intérieur et vous en attrapez plusieurs, ce qui fait que vous arrivez à éradiquer les corbeaux. Il faut me demander avant de poser une question orale. Mes chers collègues, je vous remercie de cette journée fabuleuse.